Bonjour, je change encore un peu de décor. Là, je suis près d'un rucher, de mon rucher. Et on va parler encore une fois, premièrement, un tout petit peu de l'effondrement, deuxièmement, des conditions générales d'implantation de nos fermes de la vie, et troisièmement, de l'implantation de ces fermes, enfin de la vie dans ces fermes. L'effondrement, il y a 2 séances, on avait parlé du pétrole. Alors, on sait que le pétrole jaillit plus tout seul de terre, qu'il faut aller le pomper de plus en plus profond, et que donc un jour, il y en a déjà de moins en moins. C'est-à-dire qu'on a fini d'utiliser le pétrole de bonne qualité, pas tout à fait fini, mais c'est de plus en plus difficile. Et maintenant, on a des pétroles lourds qui sont beaucoup plus difficiles à traiter, beaucoup moins efficaces, enfin ayant un bien moindre rendement. J'ai vécu toute ma vie d'adulte avec cette espèce de paradis qu'était le pétrole de la mer du Nord. Il n'y a plus de pétrole en mer du Nord. Bon, ça n'a pas beaucoup changé ma vie, il y en avait ailleurs. Bon, voilà. Donc, la fin du pétrole. On a évoqué la dernière épisode, on a évoqué le réchauffement climatique. Si on continue à polluer comme ça pendant 10 ans, 30 ou 40 ans après, parce que c'est le laps de temps qu'il faut pour que la Terre subisse les effets des émissions de gaz à effet de serre, bien la Terre va devenir impropre à la vie, tout simplement. Et là, il faudra vraiment prendre la place du pétrole pour survivre, si on peut survivre dans ces conditions. Donc il va falloir de toute façon trouver une issue à ce problème, sinon c'est la fin de, pas seulement de l'humanité, de tout ce qui nous entoure, de toute la vie qui nous entoure. Je voudrais dire qu'il y a peut-être dans le fond un espoir. Vous voyez, la bêtise des hommes nous emmène dans le trou, et elle peut aussi nous éviter la pire catastrophe qu'on puisse imaginer. C'est les structures financières. Autrement dit, je pense, j'estime, je me trompe peut-être, que les hommes sont bien capables de reproduire ce qu'ils ont fait en 2008 et de nombreuses fois avant, c'est-à-dire avoir une bonne crise financière. Celle-là, ce ne sera pas comme 2008, ça ne va pas durer une dizaine de jours, elle va durer très longtemps, sinon définitivement. Parce que le volume manipulé par les banques a été multiplié par plusieurs milliers de fois depuis 2008, et que il faudrait injecter M. Sarkozy avait injecté 360 milliards d'euros pour faire repartir la machine financière. Je ne suis pas certain que 3600 milliards d'euros, autrement dit, ça ne veut plus rien dire. On injecte, voilà, ça ne veut plus rien dire. Donc c'est ça qui nous pend au nez en fait. Et la crise financière peut être provoquée par les financiers, mais elle peut être aussi provoquée par une crise sociale qui entraînera une crise financière, ou par des bulles du style les subprimes. Et il y en a plein actuellement, peut-être pas beaucoup en France, mais bon, de toute façon, comme le moindre choc a des conséquences internationales, il suffit qu'aux États-Unis, les étudiants américains ne puissent plus rembourser leurs prêts étudiants pour que la machine s'arrête. C'est relativement facile. Les subprimes, c'est 14% des emprunteurs qui avaient cessé de rembourser leurs prêts. La contraction de l'économie est-elle due au fait qu'il y a de moins en moins d'énergie disponible?
Parce que si on vous fait mettre des panneaux solaires, si on vous fait mettre des éoliennes, c'est pas pour des raisons écologiques. Hein. C'est pas pour des raisons écologiques. Une éolienne, je suis pas sûr qu'elle puisse un jour avoir un rendement positif en matière d'émissions de CO2. Les panneaux solaires, ben, c'est un peu pareil, quoi. Bon, ça reste à calculer, mais en tous les cas, c'est des années, des dizaines d'années, enfin des années qu'il faut pour être positif en matière d'écologie. Et le fonctionnement est tellement intermittent que... Voilà. Bon, maintenant, on va parler un peu de politique. Alors, dans notre association, on n'a pas le droit de parler de politique. Ni de religion, ni de choses comme ça. Tous les hommes, les femmes bien sûr, et les hommes, quelle que soit leur couleur de peau, leur religion, leurs orientations sexuelles, leur pédigré passé, pourront venir dans les fermes. Il va nous falloir apprendre à nous supporter les uns les autres, ce que l'on sait faire de moins en moins dans cette civilisation. Et donc pour ça, il y a des règles à respecter, et une, c'est effectivement on ne se dispute plus pour des histoires politiques ou religieuses. Mais on va quand même un peu parler politique. Voyez-vous, quand il va y avoir l'effondrement, voilà, ça se passe un mardi dans la nuit aux États-Unis, et donc le mercredi matin, chez nous, à 9h, eh bien, toutes les banques restent fermées. Les distributeurs de billets ne distribuent plus de billets. Tout le monde va aller dévaliser les magasins, les pompes à essence. Les réactions sont bien connues et on n'y peut rien. On ne peut pas aller à l'encontre de ça. Et donc, très vite, on va se retrouver avec une économie à plat, inexistante. C'est pas la peine d'aller travailler. De toute façon, très vite, vous n'aurez plus d'essence pour aller travailler. On a de la chance en France d'avoir des centrales nucléaires. Alors, la chance est tout à fait relative, mais enfin, dans cette situation-là, pour ce petit temps-là, ce sera une chance. Donc on aura, on espère, un peu de courant. Il ne faut pas se leurrer, il faut que des gens aillent travailler pour qu'on ait du courant. Pour qu'ils aillent travailler, il faut qu'ils aient à manger. Et parce que sinon, ils vont s'occuper de nourrir leur famille. Hein. De chercher de la nourriture pour leur famille, c'est bien compréhensible. Et je ne suis pas sûr qu'en fait, on ait du courant. Il faudra même faire très attention à ce que les centrales nucléaires soient correctement arrêtées. Sinon, les catastrophes, alors là, ce serait de grosses catastrophes, parce qu'évidemment, les pompiers auront bien du mal à se rendre sur les sites, et de toute façon, je ne vois pas ce qu'ils pourraient faire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, nous, là-dedans? Quelle est notre influence, les fermes de la vie? Eh bien, elle est incroyablement importante. Les fermes de la vie vont donner à manger. Alors, s'il y en a 4-5 par-ci par-là, pas persuadé qu'elles pourront beaucoup donner à manger. Donc, il faut qu'il y en ait de nombreuses. 1 hectare, 500 habitants. Le calcul est facile à faire. L'Île-de-France, par exemple, pour prendre une grande ville de France, excusez-moi, 16 millions d'habitants. Peut-on nourrir tout le monde? Ben oui, il faut 32 000 hectares. En Île-de-France, est-ce que c'est possible d'affecter 32 000 hectares pour nourrir la population avec des formules nouvelles? C'est vraiment de la haute technologie, là on ne retourne pas au Moyen-Âge. Hein. Bon, il en faut un peu plus de 32 000 hectares pour diverses raisons que je ne peux pas expliquer ça, mais disons 34, 35 000 hectares. En Île-de-France, il y a donc, je crois, 570 000 hectares de terres cultivées.
Donc vous voyez que la marge est grande, c'est 7 ou 8% des terres cultivées qui seraient affectées qui seraient affectées donc pour nourrir les habitants et les nourrir bien. Et en plus là-dedans, il y a beaucoup de maraîchers en Île-de-France qui auraient tout intérêt à se convertir dans ces structures des fermes de la ville. Alors on va me dire, ouais mais c'est difficile hein, d'affecter 32 000 hectares à la population, 32 000 hectares à la population. Vous savez, on n'a pas hésité en 2015 à affecter 46 000 hectares à la culture de plantes servant à la production de pétrole. Voilà. Donc pour nourrir les habitants, il faut un peu moins de surface que pour leur permettre d'acheter un peu d'essence, quoi. Donc à mon avis, sur le plan moral, ça se discute même pas. Hein. Et il n'y a pas que sur le plan moral. Évidemment, sur le plan économique, bon, on n'est plus. Ces fermes de la vie ne sont pas dans le circuit économique. Elles servent de la nourriture aux habitants, c'est tout. La nourriture coûte rien ou presque et ne rapporte rien à personne. Ce sont les habitants qui se mettent à vivre en autonomie. Et ça, c'est politique. Ça, c'est politique, ça. Ça veut dire que ces fermes nous font sortir du circuit économique. Alors évidemment, ça va se faire graduellement. La première année, on ne pourra pas nourrir 500 habitants avec 1 hectare. Si on peut en nourrir 30 ou 40, peut-être un peu plus. En réalité, ça dépend de la nature des fermes, des terres que l'on prend. Les terres qui sont aujourd'hui cultivées en blé, en maïs, en colza, ça va pas être facile de les remettre en culture propre, pas bio, hein, parce qu'on n'aura pas le certificat, mais ça sera mieux que le bio. Donc bon voilà, donc si vous voulez, ces fermes, elles permettent d'éviter toutes les décisions et toutes les absences de décision de nos politiques en ce qui concerne les hommes. Les politiques ont fait des choses assez fortes, hein, comme le PCAET. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Bon, voilà, manger un beefsteak de moins par mois, baisser de 1 degré le chauffage de votre maison, enfin toutes ces choses d'ailleurs que la plupart des gens ont déjà fait depuis 10 ans. Hein. Bon, on peut même se passer de 2 ou 3 beefsteaks, c'est pas le problème. Tout ça, c'est... Enfin, je veux dire, par rapport à l'ampleur du problème, c'est peanuts. Excusez-moi d'employer ces termes-là, mais c'est tout à fait ça. Donc voilà, on va sortir du jeu politique. Et c'est très bien. Parce que les fermes, c'est un domaine de paix. C'est un domaine où les gens doivent être heureux, tout le temps, cultiver de petits bonheurs, en plus de la nourriture bien sûr. Les fermes vont se constituer comme ça. Et nous avons commencé comme ça. Alors bien sûr, on aura plein d'ennemis, il ne faut pas croire que les corps constitués, comme on dit, vont nous laisser évoluer à notre façon en les ignorant plus ou moins. On aura peut-être même besoin d'un peu d'eux, hein, parce que surtout les autorités locales, c'est à travers elles qu'on pourra avoir la chance d'avoir un nombre suffisant de fermes. Mais ça dépend aussi des habitants. Si les habitants n'ont pas envie de développer ces choses,
les fermes de la vie, eh bien ma foi, ils attendront les bras ballants que les événements arrivent, comme aurait dit Coluche, les événements. Bon, voilà, donc je vous laisse réfléchir, je vous en parle pas trop, je pourrais en parler pendant des heures, hein. Mais bon, si vous réfléchissez pas par vous-même, vous n'arriverez pas à comprendre profondément les enjeux, tous les enjeux. Bon, il y a plein de problèmes pour constituer ces fermes. Ben, les problèmes, il faut les affronter, quoi, hein. Et quand l'enjeu est aussi important, parce que c'est le choix entre la vie, de moi, bon, je suis même pas sûr que je verrai arriver cet effondrement. J'aimerais bien qu'il m'attende, mais je suis pas sûr. Pour mes enfants, pour mes petits-enfants, et si vous avez à peu près le même âge que moi, pour vos enfants et pour vos petits-enfants, pour qu'il y ait un avenir. Nos chefs de cordée, si vantés par les hommes politiques, nous ont conduits à toute berzingue dans le précipice. Si on pouvait arrêter de courir, freiner des cas de fer, et puis essayer tout doucement de remonter la pente, ça serait que du bonheur. Mais bon, vous vous rendez bien compte que ça n'est pas facile. Bien, je vais arrêter là. La construction de la ferme, tous les jours ou tous les 2 jours, je ferai une séance de 10 minutes pour vous expliquer comment on vit dans la ferme. Parce que, bon, la nourriture, la santé, l'éducation, la morale, la justice et tout ça, ce sont des problèmes très vastes. Et en fait, c'est une nouvelle civilisation qu'il faut construire. Tout est à revoir. Voilà, à demain.